Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre émission Maïcha. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Malheureusement, c'est un cancer qui touche de plus en plus de femmes. Il faut savoir que lorsque vous faites le dépistage à temps, ce dépistage permet déjà de détecter la maladie, mais surtout permet de sauver des vies. Nous allons revenir sur le parcours de cette femme. Vous l'avez sûrement découvert il y a quelques temps de cela sur les réseaux sociaux, là où elle en a parlé pour la première fois. Et aujourd'hui, elle est avec nous dans Maïcha pour revenir sur ce parcours contre le cancer du col de l'utérus. Et c'est Isma Nassur. Comment allez-vous? Bonjour Yumna, je vais très bien, merci. Je suis ravie de vous avoir dans cette émission. Peut-être que je pourrais vous avoir pour d'autres thèmes, pour d'autres sujets, parce que je sais que vous faites plein de choses, vous êtes chef d'entreprise. Oui. On va dire que vous sublimez aussi la femme à votre manière, avec tout ce qui est make-up, et vous êtes aussi responsable juridique. Exactement. Donc oui, je suis maman de 3 petites merveilles, comme j'aime tant le dire. Je suis chef d'entreprise, effectivement. J'ai une passion pour le maquillage, je fais du basket. J'ai une autre entreprise avec mon frère. Donc effectivement, j'ai beaucoup d'activités. Donc oui, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler encore de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, pour pouvoir en fait sensibiliser et prévenir cette maladie. Merci d'avoir accepté cette invitation et pour nous accompagner, nous orienter, nous conseiller aujourd'hui. Nous sommes avec une coordinatrice de Redeka, sage-femme également, Maria Chevouleau. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Bonjour Yumna, merci. Bonjour toute la population. Merci de m'avoir invitée pour épauler un petit peu Madame Nassur Isma dans son récit en fait de ce parcours. Eh bien, moi je suis donc coordinatrice au CRCDC Redeka Mayotte, puisque on change de nom. On est passé en fait centre de référence au niveau du dépistage des cancers et régional aussi. Et donc au sein du centre régional, on met en place un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein et bientôt aussi le cancer colorectal. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Isma, parlez-nous justement du début. Comment ça a commencé? Comment est-ce que vous l'avez découvert? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai découvert en fait par le frottis. C'est un examen qu'on fait avec la sage-femme. C'est vrai que j'étais réticente à faire cet examen parce que bon, il n'est pas très commode, on va dire. Et puis on va dire qu'on ne voit pas forcément l'utilité tout de suite. Donc elle a quand même beaucoup insisté. J'ai fini par le faire. Et vous saviez pourquoi à l'époque elle avait insisté? Non, en fait, la plupart du temps, on nous dit oui, il faut faire le frottis, surtout pour les maladies sexuellement transmissibles la plupart du temps. Et là, on l'a fait aussi pour le cancer du col de l'utérus, pour voir. J'étais aussi novice que tout le monde sur cette maladie. Et voilà, j'ai fini par faire ce frottis. Et les résultats sont arrivés quelques semaines après. Donc la sage-femme m'a convoquée pour m'expliquer. Elle ne vous l'annonce pas au téléphone? Non. Mais c'est vrai que quand elle m'a appelée, la plupart du temps, c'est jamais bon signe. Donc on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc je suis partie en ayant un peu la boule au ventre. Effectivement, elle m'a indiqué qu'il y avait ce qu'on appelle des cellules précancéreuses sur le frottis et qu'il fallait en faire des examens complémentaires pour voir en fait l'étendue, la gravité de la lésion, on va dire. Enfin, vous me corrigez si je me trompe sur les termes médicaux utilisés. Parce que voilà. Donc ça fait un moment. À ce moment-là, il se passe quoi dans la tête? Il se passe plein de choses parce que déjà le mot cancer il fait peur. On ne sait pas trop à quel stade en fait on est, on ne sait pas c'est grave, c'est moins grave. On pense tout de suite à la fin en fait. On pense tout de suite à la fin, à la mort et on angoisse beaucoup. Si je peux avoir un résumé sur le parcours en lui-même, c'est beaucoup d'angoisse. Donc voilà. Donc elle vous explique que voilà, il y a un début malheureusement de quelque chose. Oui. Et ensuite, elle vous explique, j'imagine, les étapes. C'était quoi l'étape suivante lorsqu'on sort du cabinet de la sage-femme? L'étape suivante, c'est qu'elle se charge de prendre un rendez-vous au CHM pour la biopsie. C'est ça? Ça, oui. En fonction, soit on fait une colposcopie, c'est-à-dire
on regarde les cellules et en même temps, le médecin qui fait la colposcopie va juger s'il fait directement une biopsie pour prélever en fait et voir et analyser. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai fait cette biopsie, en fait, en gros... Un examen. Ouais, non, prélèvement du col. Mhm. Et ce prélèvement a été envoyé en métropole pour être analysé. Et là, vous avez dû attendre combien de temps? Je crois 1 mois et demi. Et pendant 1 mois et demi, on a le temps de stresser, de se On a faire... le temps de stresser, on a le temps d'angoisser, on a le temps de déprimer surtout. Et moi, malheureusement, cette épreuve m'est arrivée en plein Covid. D'accord, donc on est encore plus seul. Et c'est vrai que psychologiquement, j'ai été très, très affectée. J'ai eu, comme je l'ai dit déjà sur les réseaux, j'ai eu un geste... j'ai voulu quand même je vais dire, j'ai voulu intenter à ma vie quand même, parce que, en fait, au-delà, cette maladie, en fait, elle n'a pas de signe. On nous dit qu'on est malade, mais on a mal nulle part. Et le fait, je pense, de vouloir faire ce geste, c'était comme si je voulais ressentir un peu la douleur, parce qu'on me disait que j'étais malade, mais en fait, j'avais aucun signe d'être malade. Et puis c'est le fait aussi d'être seul, en fait, que les gens ne nous comprennent pas forcément aussi, même s'ils sont là pour nous soutenir, nous dire oui, ça va aller, t'inquiète pas, mais ils peuvent pas ressentir en fait cette appréhension, cette peur de se dire peut-être que je vais devoir laisser mes enfants, peut-être que je vais mourir, je sais pas. C'est quand même très 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 difficile. Vous nous en parlez encore avec beaucoup d'émotions. Oui. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de venir en parler. C'est jamais pareil d'être là en plateau avec les caméras et d'oser prendre la parole. Et pourtant, vous êtes courageuse et merci parce que c'est aussi une façon de prévenir et d'alerter sur cette maladie et sur beaucoup d'autres, les alentours, on va dire, de la maladie. Aujourd'hui, on parle du parcours, mais elle nous parle aussi des effets psychologiques que ça peut avoir, le moral, etc. Donc, c'est pas facile. Merci encore, Isma, d'accepter d'en parler. On va vous donner la parole un peu, Maria, le temps de laisser Isma reprendre un petit peu ses émotions. Déjà, expliquez-nous cette maladie. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça vient d'où? Comment ça se manifeste? Est-ce qu'on le sent? Justement, c'est une bonne question. Comment ça se manifeste? Parce que Isma a mis le doigt sur quelque chose de très important que le message doit absolument passer, c'est que pour tout type de cancer, on a des signes avant-coureurs qui font subodorer qu'on est malade. Pour le cancer du col de l'utérus, en fait, il n'y a aucun signe. Donc la seule façon de savoir si on est malade, c'est de faire un frottis et de faire un suivi de tous les frottis. Donc le frottis, en général, on en fait un an après, on en fait un deuxième. Maintenant, on rajoute, Isma a parlé des maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmissibles, on rajoute en fait la recherche du virus HPV qui est responsable en fait de la maladie. C'est une maladie sexuellement transmissible et en fait, il pourrait y avoir une prévention en vaccinant les adolescents avant le premier rapport sexuel. Donc entre 11 ans et 14 ans ou entre 15 ans et 19 ans, on peut faire un rattrapage. Et dans certains pays, en fait, ce vaccin, en fait, au niveau de la santé publique, de politique de santé publique, le gouvernement, par exemple en Australie, a mis en place ce vaccin pour tous les adolescents et on a 0% de cancer du col de l'utérus. Donc c'est vrai qu'en fait, donc on essaye au sein du CRCDC, nous avons des médiatrices qui en fait vont dans les lycées et les écoles et sous forme de BD en fait sensibilisent par rapport à ça. Et en fait au niveau par rapport au frottis, en fait quand on réalise un frottis, on va regarder un petit peu le résultat du frottis. Soit il est normal, soit on a 2 types de lésions. Donc soit des lésions qui sont de haut grade ou de bas grade. Le bas grade, en fait, c'est des lésions qui sont un peu moins, je dirais, importantes que celles de haut grade. Mais après, on regarde aussi s'il y a le virus HPV qui est associé. Et quand on a un haut grade avec un virus HPV, ça veut dire qu'en fait, le virus est présent. Et en fait, le cancer du col de l'utérus peut mettre 30 ans pour se manifester. C'est pour ça qu'en fait, cette période-là, on ne sait pas, on n'a rien, elle est normale. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants, d'avoir une vie de femme normale. Non, mais en fait, ça se situe vraiment au niveau du col et les cellules, comme le décrivait Isma, commencent en fait à se transformer.
Et quand on fait le frottis, on va prélever au niveau du col de l'utérus et on regarde en fait l'état des cellules. Et si les cellules commencent à se transformer et qu'on a une lésion de bas grade, là on va dire, on contrôle, on fait des contrôles un peu plus rapprochés de frottis. Quand on a un haut grade, en fait, on va tout de suite essayer de prendre un rendez-vous pour la colposcopie. Et ensuite, la deuxième étape, c'est éventuellement la biopsie au moment de la colposcopie avec un prélèvement. Et en fait, on attend le résultat. Mais c'est vrai que c'est angoissant. Même les résultats de frottis, nos frottis sont techniqués en fait en métropole. Parce qu'à Mayotte, le souci, c'est qu'il n'y a pas de laboratoire d'anatomopathologie. Et du coup, les délais sont plus longs. Même en envoyant à La Réunion, on avait le même délai. Donc, du coup, on travaille avec le laboratoire Cerba. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre à la place des personnes, c'est très long. Et même pour nous, parce qu'en fait, on est un peu démunis. Quand on a une personne devant nous qui est angoissée, qui revient plusieurs fois, qui attend, même quand elles sont passées à l'hôpital, on leur dit on va vous rappeler pour avoir le résultat. Les patientes reviennent plusieurs fois au CRCDC pour savoir si nous, de notre côté, on a eu des résultats. Donc c'est vrai que c'est angoissant et je comprends un petit peu ce parcours. J'imagine que c'est un peu ce que vous avez fait, appeler, téléphoner. Moi, j'ai pas appelé, retéléphoné, mais je pense que j'ai fait, je sais pas combien de recherches Google. Taper le mot cancer, pré-cancer, au grade, bas grade. J'ai passé des journées entières à me renseigner, à lire des articles et à lire des témoignages. En fait, tout mon esprit tournait autour de la maladie à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a... je vais employer les termes. Hein. Qu'est-ce qui vous a retenu au moment où vous vouliez mettre fin? On va dire, on est tellement dans la peur, on est tellement dans cette crainte que, comme vous l'avez expliqué, quand vous faisions du mal, vous vous disiez peut-être que je vais ressentir une douleur quelque part, mais là je ne comprends pas, on parle de cancer, j'ai pas mal. J'imagine que vous avez dû travailler sur vous-même. C'est après ou avant? En fait, dans ce geste, on va dire c'était plutôt un appel au secours, à l'aide, plutôt que vraiment un acte déterminé. Donc voilà, je savais quelque part que mon frère n'allait pas tarder à arriver. J'en avais conscience. Donc quelque part, c'était plutôt pour leur montrer que ça va mal. Oui, que ça va mal. Voilà. Et ensuite, il y a cette étape-là. Donc il y a les résultats qui arrivent un mois après, un mois et demi. Après. Donc on nous annonce qu'il faut faire une conisation. C'est-à-dire que les cellules ont commencé à être malades, vraiment. Donc il faut une conisation, il faut enlever une partie du col de l'utérus, c'est-à-dire il faut passer au bloc opératoire. Comment on prend cette nouvelle aussi à ce moment-là? Puisque d'un côté, ça veut dire que c'est pas si grave que ça, c'est ça. D'un autre côté, vous devez quand même passer au bloc. Mais il y avait aussi l'information que la conisation, en fait, on n'arrivait pas forcément d'un coup à pouvoir enlever toute la partie qui était malade. Donc il y avait aussi cette possibilité de encore retourner au bloc encore une deuxième fois. Déjà, ça, c'était un doute qui planait et qui faisait que on était un petit peu... voilà, c'est difficile. Et puis, même passer au bloc opératoire, il y a des risques quand même. C'est une anesthésie générale, une conisation, une pratique médicale dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, voilà. On apprend de nouveaux mots. On apprend de nouveaux mots. Voilà. Donc, effectivement, on se renseigne vite sur les conséquences. Donc, et la conséquence, c'est que des fois, les grossesses peuvent être à risque si le col est trop fragilisé. Fragilisé. En général, ça repousse. Mais... Ça repousse. Donc, il y a toute cette information-là. Et le plus difficile, c'est qu'on se dit, même si je fais l'intervention, peut-être c'est pas fini. Parce que soit je vais devoir encore retourner au bloc, ou soit peut-être que je vais avoir des grossesses qui peuvent être à risque plus tard. Vous en êtes sortie? Oui, mais j'ai eu une troisième. Félicitations. Donc voilà. Ce qui prouve que tout va bien. Tout va bien. Et j'imagine que c'est une nouvelle vie, un renouveau. Oui, franchement, oui. C'était pas facile de passer ce cap. Et quand je dis tout le temps, quand je regarde dans le rétroviseur, je ne me serais jamais dit qu'aujourd'hui, j'aurais encore un autre enfant et encore une petite fille de surcroît. Donc, non, c'est une belle récompense. Tout ça parce que, j'ai envie de dire, parce que
que ça a été découvert à temps parce qu'elle a écouté cette sage-femme qui lui demande d'aller faire le frottis. C'est très important de... Oui, en fait, il faut vraiment qu'on prenne conscience. Et je voulais aussi préciser quelque chose parce que Isma, elle a fait cette conisation. Mais quand on reçoit les patientes pour leur annoncer un petit peu comment se passe l'intervention de la conisation et surtout l'après, on dit aux patientes que pendant 40 jours, en fait, il faut éviter les rapports sexuels pour justement éviter de fragiliser au niveau de la plaie, etc. Et il y a énormément de femmes, je n'ai pas en tête le pourcentage, qui finalement refusent la conisation parce que quelque part, leur vie de femme et leur sexualité en fait s'en trouvent entravées, surtout par rapport à leur mari. Et du coup, en fait, elles ne font pas l'intervention. Et là, en fait, elles se mettent en danger. Pour sauver leur couple. Voilà. Donc, pour ne pas entacher la sexualité du couple, elle préfère garder ses cellules. Et c'est compliqué pour elle. Donc, c'est vrai que c'est quand même un enjeu parce que quelque part, quand on réalise ce frottis, je dirais, entre guillemets, si on peut appeler ça une chance, d'en être au stade conisation, ça veut dire qu'on a des lésions au grade, mais quelque part, on va pouvoir juste retirer un petit morceau au niveau du col. C'est pas quelque chose d'invasif. Et du coup, quand on s'empêche en fait de se soigner, qu'on met donc quelque part à mal et on risque notre santé, je ne sais pas, le rapport bénéfice-risque où il est. Il y a quand même la santé qui est là. Et si on ne fait rien, parce que souvent elles ne reviennent pas faire les contrôles, parce que souvent après il faut faire quand même des frottis un peu plus rapprochés, de façon annuelle, des frottis de contrôle, eh bien en fait on peut parfois arriver à des catastrophes où on a des cancers invasifs. Tout ce parcours-là, Isma, vous l'avez fait à Mayotte? Vous avez dû partir à un moment donné où vous vous êtes dit je reste à Mayotte? Tout le parcours a été fait à Mayotte. Et puis comme je disais, c'était pendant le Covid. Donc les départs, quitter le territoire, c'était quasiment impossible. C'était compliqué. Donc oui, tout le parcours a été fait à Mayotte. Donc comme on le disait tout à l'heure, la chose qui a été vraiment difficile, c'est l'attente entre les résultats, entre le frottis et après la biopsie. Donc c'est ce laps de temps-là qui est difficile, qu'il faut combler, qui est difficile à tenir psychologiquement. À combler. Et pendant cette période-là, j'imagine que tout est à l'arrêt. Bon, déjà, le Covid, obligatoire, mais tout à l'arrêt. Mais vous aussi, professionnellement, psychologiquement, la famille, les amis. J'ai essayé de rien montrer. Il y a des gens qui ont pas vu, effectivement, qui ont été très choqués par mon témoignage une fois qu'il est sorti sur les réseaux sociaux. On peut le citer sur Kweli. Oui, voilà, c'est sur un très beau programme. C'est passé sur Kweli. Effectivement, ça fait un électrochoc, une bombe pour ceux qui vous connaissent. Il y a des personnes qui se doutaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas forcément. Mais c'est vrai qu'on prend sur soi, surtout quand on a des enfants. On n'a pas le droit de montrer qu'on va mal quelque part, parce que quand nous on est mal, eux aussi se sentent mal. Donc j'ai pris sur moi à ce moment-là. Et voilà. Et on a tendance, malheureusement, on en parle, donc à chaque fois qu'on parle de cancer dans cette émission, le mot cancer, on a l'impression qu'il est synonyme à la mort. On voit tout de suite la mort en face de nous. Déjà, l'accepter nous-mêmes, c'est difficile. Et après, il y a cette partie qui est compliquée, c'est d'en parler à la famille. Ça a été difficile pour vous aussi de leur en parler, ou vous avez fait le choix de ne pas leur en parler? Non, moi j'ai fait le choix tout de suite de leur en parler, parce que j'ai une famille qui est assez quand même ouverte d'esprit. Et j'ai tout de suite annoncé la nouvelle. Ils étaient tous là pour me soutenir, comme je l'ai dit au départ. Par contre, c'est vrai qu'à Mayotte, en fait, la maladie en général est tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Quand on dit à Mayotte, une telle personne est décédée, on le demande, il est décédé de quoi? On dit, il est décédé d'une maladie. Il était malade ou elle était malade. Sans pour autant mettre le mot sur la maladie que cette personne avait. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, j'ai pas envie de dire négatif, mais qui persiste dans notre société et qu'il faudrait en fait commencer justement à mettre les mots sur les maladies. Parce que jusqu'à présent, tout le monde, je pense jusqu'à des années récentes, le mot cancer, quelque part, on l'entendait pas. Donc on se pensait peut-être invincible, ou je sais pas. Ou on n'en parle pas, c'est un secret. C'est un secret. Et puis peut-être il y avait une méconnaissance aussi. Vous le ressentez, vous, avec les patientes que vous recevez? En fait, oui, parce que nous, on reçoit donc... si je peux me permettre juste de faire une petite parenthèse, on reçoit en fait en consultation
sur Mamoudzou, on a des consultations donc 3 fois par semaine. On a aussi des consultations dans les maternités périphériques et on a un camion itinérant qui en fait sillonne toute l'île. Et les médiatrices vont sensibiliser sur le terrain et ensuite les femmes viennent en consultation. Et bien souvent, en fait, les tranches d'âge entre 45 et 60 ans, puisque le frottis, il se fait entre 25 et 65 ans. Et il y a certaines tranches d'âge où les femmes ont du mal à venir parce que quelque part, soit elles ne voient pas l'intérêt, comme vous disiez, ou soit c'est quelque chose de tabou et c'est impensable de faire un examen à ce niveau-là. Alors, et puis il y a des endroits aussi, par exemple, il y a des régions où on a plus de mal en fait à avoir des patientes qui viennent dans le camion se faire dépister. Je ne sais pas des pourquoi. endroits à Mayotte, vous Oui, dites? oui, oui. D'accord. J'ai pas envie de citer, mais c'est vrai que par exemple, on va dans certains endroits et du coup, on a un peu moins de. Mais bon, la tendance ça a l'air de rentrer dans l'ordre, de changer. Et c'est vrai qu'en quelques années, là, de mon expérience sur Redeka et surtout au niveau du camion itinérant, j'ai remarqué qu'en fait, dans notre pratique, en fait, toutes les patientes qui avaient au-delà de 50 ans, en fait, avaient déjà eu un premier frottis de dépistage. Maintenant, ça reste les populations les plus jeunes qu'il faut sensibiliser, donc à partir de 25 ans. Parce qu'il n'y a pas d'âge cible, on va dire. Hein. Toutes les femmes de 25 à 65 ans, c'est la cible. C'est la cible, sont concernées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tranche d'âge qui est plus touchée par la maladie non. Alors, en fait, si vous voulez, on a remarqué quand même qu'entre 40 et 60 ans, on a quand même des lésions de haut grade. Et ces lésions, en fait, ce taux de lésion est multiplié par 2 par rapport à la métropole. Donc, ça veut dire que quelque part, on a quand même une fragilité. Et si je peux me permettre, juste pour donner un petit peu le schéma par rapport au frottis, on va faire un frottis la première année. La deuxième année, on refait un frottis de contrôle. Et donc, on recherche en même temps le virus HPV. Et ensuite, en fait, on est tranquille, si tout va bien, pendant 5 ans. Si le frottis est pathologique, on rentre dans un autre cycle. Si c'est une lésion de bas grade, on va faire un contrôle de frottis régulier. Si c'est de haut grade, on va faire colposcopie et ou conisation et on va contrôler. Voilà. Et on peut avoir toutes ces informations en venant vous retrouver à Redeka ou sur notre site, donc au niveau des réseaux sociaux, CRCDC, Redeka Mayotte. Voilà. Isma, on dit à chaque fois, après une lourde épreuve, il y a, après la pluie, le beau temps, j'ai envie de dire. Après ces lourdes épreuves, ça change notre façon de voir, j'imagine, notre façon de prendre les choses, de vivre. Est-ce que ça a changé, ça a apporté un positif chez vous? Le positif, c'est prendre soin de soi, de sa santé déjà, faire des frottis régulièrement ou même de façon générale, en fait, faire toutes les... comment on appelle ça? Les dépistages nécessaires. Les dépistages nécessaires. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on va dire la renaissance, quelque part, c'est ma maternité après. Donc c'est quelque chose que j'avais pas prévu au départ et en fait qui s'est révélé en fait être quelque chose qui m'a, on va dire, qui m'a un peu sorti la tête de l'eau. Enfin, beaucoup même. J'avais déjà mes 2 premiers qui étaient déjà là, mais je pense ça c'est, on va dire, c'est ma récompense pour le parcours, on va dire. Bah oui, puisque déjà on se dit, on est plus sûr après de pouvoir reprendre une vie de femme. C'est quand même l'intimité qui est touchée. Et puis on se demande aussi, est-ce que je pourrais avoir un autre enfant? Et là, c'était un très beau cadeau, j'imagine. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé, on l'aurait appelé cadeau. En tout cas, nous, on l'appellera cadeau dans cette émission-là. Et c'est presque fini. Peut-être qu'un message que vous voudriez adresser à votre famille, parce qu'on ne parle pas souvent de la famille qui est quand même là, qui vit la maladie à travers nous, qui vous accompagne, qui a vu vos pleurs, qui a vu vos craintes, qui a dû trouver les mots pour vous rassurer, alors qu'eux-mêmes avaient peur de vous perdre à ce moment-là. Si vous aviez un mot à leur adresser, vous leur diriez quoi? À ma famille, surtout à mes amis, parce que j'ai une famille en or, mais j'ai des amis aussi en or. Et tout simplement, je leur dire merci. Ils ont été là. Ils ont été là, ils ont fait le job, comme on dit. Et merci. Merci à vous de vous exprimer avec nous aujourd'hui
et de nous en parler. Voilà, vous avez, comme vous l'avez dit, des amis et une famille en or. Tout va bien aujourd'hui, hein. Tout va très bien. Avant qu'on commence à pleurer. Tout va très bien. Par contre, j'aimerais juste dire les chiffres. Oui. Voilà, déjà moi j'ai un premier chiffre qui est le taux de mortalité, enfin le nombre de morts. Il y a à peu près 3000 femmes qui sont touchées par la maladie et 1000 qui en décèdent. Je crois que sur tout l'Hexagone et en France. Ouais, je crois que Maria, elle avait d'autres chiffres. Alors moi j'ai les chiffres, on a réalisé en fait plus de 6000 frottis sur l'année 2021. Ça couvre à peu près 30% de la population, donc on est loin. Il faut vraiment qu'on accentue, mais on a déjà, on ne démérite pas parce qu'on était à 21% il y a encore une année ou deux. Et en fait, sur tous ces chiffres, il y a 375 personnes qui ont bénéficié qui avaient un frottis pathologique, 70 personnes une colposcopie et une quarantaine de personnes la conisation et seulement 2 décès. Donc, je veux dire 2 cancers, pardon. 2 cancers invasifs, c'est 2 cancers de trop, mais sur un total de 6000, ça veut dire en fait que quelque part ce dépistage il est vraiment nécessaire. Merci. Et que plus on prend à temps et mieux on va évoluer avec le parcours que nous propose la médecine. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Isma d'avoir accepté cette invitation et à vous aussi Maria. J'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver pour d'autres thèmes. Oui. Voilà. À très vite sur Mayotte la Première. Vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez sur le site internet de la Première. En attendant, à très vite.